Sur les quais de Charleville-Mézières, on trouve un tout autre mahotte. Une péniche qui cache en son sein une taverne initiatique. Au mur, les nombreux personnages légendaires ardennais donnent à l'endroit un caractère mystérieux. Ici, Philippe Boudard, le maître des lieux, et son ami comédien Franck Delatour pratiquent la culture locale tout en buvant un verre. T'as vu que dans son ventre, il y a tout un tas de personnages sur les murs, dans les cadres, qui sont quand même tous des personnages des légendes ardennaises. Alors c'est ça, j'aurais jamais imaginé qu'il était capable de bouffer tout ce monde-là quand même. Hein. Mais le mahotte a mangé tout ça. Il a mangé un huton, il a mangé une fée, il a mangé le carnabo. Ah, le carnabo, intéressant. Le carnabo, tu sais, que son père est un sorcier de Bohême. Ouais. Sa mère, c'était une goule. Et ils sont venus en Ardennes et ils ont mis au monde un enfant monstrueux qui a une trompe d'éléphant, des yeux de basilic et qui peut guérir des maladies parce qu'il a des dons de sorcier. Alors si tu es malade, que tu as des maladies incurables, tu peux aller le voir. Et là, c'est qui tout double. Ou il te soigne, ou il te mange. Et en fait, moi, je trouve que toutes les légendes, c'est comme ça. C'est ni bien ni mauvais, c'est selon comment on se situe, selon... Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de concrétiser, de montrer, de dessiner, de sculpter l'âme de certaines choses. J'ai l'impression que c'est un peu une résurgence animiste. C'est-à-dire que l'esprit de la pierre, on en a fait une fée, que l'esprit de l'arbre, on en a fait un huton. C'est un fond culturel. Une légende, c'est du racontage, c'est une histoire. On doit la transmettre en racontant aux gens. C'est comme ça qu'on sait les choses. On le sait parce qu'on nous l'a dit, mais on le sait pas parce que c'est la différence entre le savoir et la connaissance. Mais c'est le sens littéral du mot tradition, en fait. C'est une transmission. Quand tu as créé le bateau ici, c'était vraiment l'idée que les représentations de tous ces monstres-là que le mahotte avait avalé, finalement, c'était quelque chose qui était censé interpeller les gens et leur faire un premier pas vers le dehors, enfin vers cette renaissance, vers ce truc, vers cette sensibilité peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, animiste si tu veux, ou enfin je sais pas trop comment l'appeler, une sensibilité un peu plus poétique peut-être, enfin voilà, bref, je pense. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a parlé de Mogis l'enchanteur. Évidemment, il y a son cheval Bayard, le cheval fée, le cheval qui fait des bonds extraordinaires, qui vole et qui t'emmène. Et ce qu'on peut faire, c'est aller en forêt. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ensemble. On peut le faire. Ça, ce serait chouette. Et je t'amènerai sur le Tcharsky. Et là, on pourrait dire, on chevauche entre les mondes. En attendant de chevaucher entre les mondes, nous retrouvons Hervé et Jean-Marie en bord de Meuse, non loin de l'Effour. Aucun panneau n'indique le site vers lequel les deux compères se dirigent. Pourtant, dans cette forêt se cache une merveille de la nature à l'histoire légendaire terrifiante, la source sanglante. Cette légende, elle se passe il y a fort longtemps dans un village proche d'ici. C'est une très belle jeune fille qui est poursuivie par un cruel seigneur qui veut absolument la faire sienne. Et pour échapper à ses avances, elle décide de partir en forêt. Elle va se réfugier dans une caverne, pas très loin d'ici, près de cette source. Et puis, au cours d'une partie de chasse, quelques temps après, le seigneur, qui n'a pas tellement, dans les intentions, n'ont pas changé, et qui est toujours aussi mauvais, va la découvrir dans cette caverne. Et là, elle refuse. Et devant son refus, il prend son épée, il la tue. Et il jette son épée de remords, il jette son épée dans la source. Ouais. Et depuis, cette source est devenue toute rouge et on l'appelle la source sanglante. C'est à Tilley, dans la forêt des Six Chaînons, que nous retrouvons Franck et Philippe. Pour ce dernier, les chevaux sont le moyen de passer du monde réel vers celui des esprits.
Régulièrement, les deux amis profitent d'une balade en attelage dans la forêt pour mieux sentir la force de cet univers et s'imprégner ainsi au mieux de cet esprit de légende propre aux Ardennes. J'ai l'impression, alors ça, il n'y a pas du tout de truc mystique, quoi que ce soit de mystique là-dessous, mais j'ai l'impression que la forêt, c'est une porte d'entrée vers une perception du monde qui est, disons, plus poétique et moins matérialiste que le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Voilà. Bon, c'est bien, c'est un beau discours comme ça, en gros. Mais de toute façon, le seul moyen de savoir, c'est d'y entrer, de marcher, bien chaussé ou pas chaussé du tout, et puis de marcher sans parler, de s'arrêter à un endroit, d'attendre. Si possible, au bord de l'eau, ça marche bien, le bord de l'eau, parce que l'eau, ça parle. Et il se passe des trucs. Et puis après, on peut se dire, oui, alors les légendes, alors les nutons, les fées, les carnabos, les verbouks, toutes ces bêtes-là, ça existe pas. En fait, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils soient dans la tête de chacun. C'est le plus important. Parce que c'est à ça qu'ils servent. C'est à nous dire, il y a autre chose ailleurs. Au bout du sentier forestier, boueux et feuillu, arpenté à bon train grâce aux deux puissants et rustiques chevaux ardennais, les deux compères rejoignent enfin un cromlech, un alignement de pierres étonnant. Donc il y a des cailloux, un cercle, deux monticules et une table. Un cromlech contemporain. Ah, parce que c'est un authentique celui-là. Ah, c'est un On peut véritable. le revendiquer, il est du XXe siècle ou du XXIe siècle. Et pourtant, c'est un vrai. Un Absolument vrai. Qui n'a rien d'archéologique, mais il a été fait dans les règles de l'art. On a triché un peu. On a quand même pris des tractopelles. On a un peu triché, c'était pas avec les cordes et tout le bazar, oui, c'est vrai. On a un peu triché. Mais bon. Mais ça fait son effet quand même. Moi, ce qui est intéressant, pour moi, c'est qu'on a fait des choses vraies. On est venu ici avec les chevaux, les vrais, en voiture d'attelage, on a traversé la forêt, on a vécu et on a voyagé. On a fait un vrai voyage. On n'a pas été loin, mais on a fait un vrai voyage. Parce qu'il s'est passé des choses, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Et à mon sens, ce que j'ai voulu faire avec ce caillou, c'est qu'on a un cercle qui est moitié dans la clairière, moitié dans la forêt, avec lequel on peut voyager. Mais on peut voyager juste en restant ici, juste en se posant dessus, en regardant, en attendant. C'est un voyage statique. Ouais. Le Tcharsky, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Tcharsky, le char de schiste. C'est de la poésie, en fait, c'est tout. Laissons là Franck et Philippe et partons retrouver Jean-Marie et Hervé qui nous emmènent sur le site du Roque-Latour. Bien connu des grimpeurs, l'endroit offre l'un des plus beaux points de vue de la région. C'est aussi bien sûr un site légendaire marqué par l'empreinte du diable. Alors on est au fin fond de l'Ardenne, Jean-Marie. Ben oui, moi j'aime bien cette forêt qui est vraiment caractéristique des Hauts-d'Ardennes, avec ces fougères, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est dense ici. Hein. Et là on va arriver au Roque-Latour. Cette légende, elle s'est passée avec un seigneur tout près d'ici qui voulait faire construire son château au bord de l'Asmois. Alors, mais comme l'endroit est très escarpé et difficile d'accès, il a passé un pacte avec le diable qui, en échange de son âme, lui a promis de construire un château et que le château devrait être terminé juste avant le chant du coq. Et donc, pour arriver à ses fins, il a fait venir toute une armée de diablotins, lutins et farfadets de tous ordres. Et puis, ils se sont mis à construire le château, mais ils ont fait un tel boucan dans la nuit que ça a, à un moment donné, réveillé le coq du voisinage qui s'est mis à pousser un cocorico gigantesque qu'on a entendu à des lieues à la ronde. Et tout ça juste avant que le diable ait fini de poser la dernière pierre du château. Donc il avait perdu son pari, alors de rage, il a envoyé un grand coup de pied fourchu dans le château qui s'est transformé en tas de cailloux, en amas rocheux qu'on voit encore ici au Roque-Latour, comme vous pouvez le constater, et qu'on appelle aussi communément le château du diable.
Notre voyage initiatique en terre ardennaise se termine en compagnie de Franck et Philippe. Nos deux poètes amoureux de la nature profitent du cromlech en lisière de forêt pour nous aider une dernière fois à percer le mystère du légendaire Ardennais. Cette histoire de légende, alors que ce soit voilà, la grande légende, tu vois, les 4 fils Aymon, mais même les légendes plus modestes, les histoires de Newton, de fées, de tout ce qu'on veut, tout ça, vraiment, je crois que c'est quelque chose qui ne peut se comprendre et se concevoir vraiment que quand on en a fait l'expérience là, dans le bois, à rester, à attendre, à écouter, à y vivre longtemps, à sentir ce qui se joue autour. Un jour, tu as dit un truc, tu as dit quand on marche longtemps, qu'on se perd dans la forêt, qu'on s'initie dans la forêt, parce qu'on y rentre, on s'y perd et on en ressort de manière différente. Et tu as dit on arrive à palper, à voir les êtres qui sont sans être. C'est ce que tu avais dit. Les êtres qui sont sans être. Sont là, et au bout d'un moment, on sait qu'ils n'existent pas, et au bout d'un moment, on les ressent quand même. Ouais. Alors, moi, il y a quelque chose de très bizarre. C'est que tout ce que tu me dis, je l'entends, je le comprends, je le partage. Et les êtres qui sont sans être, cette réalité subtile, ce monde subtil, parfois j'ai l'impression de le palper aussi. Mais quand quelqu'un m'en parle, je me dis il est fou.